Non, c'est bien. On me voit. Arrête. Bonjour. Alors, vous vous connectez aussi? Ouais, je vais faire ça. Oui. Alors, est-ce qu'on est en retard? Ah oui, de 2 minutes. Mais Donc, alors, comment on accède à un Ah, je me vois, ça y est. truc? Tu nous vois? Là. Super. Parfait. Du coup, on remet. Chouette. Bon bah, le temps qu'on se soit lancé. On attend Bah, je pense que si on 20 peut... minutes, on peut commencer. Ouais, on peut commencer. Non. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici. Bienvenue. Oui. Et donc du coup, alors on est le groupe, une partie du groupe qui travaille sur l'insertion professionnelle des jeunes au laboratoire de l'égalité. Moi je m'appelle Cyrine et je coordonne le groupe pour le laboratoire et j'ai 23 ans et je suis étudiante en politique publique. De se présenter. Allez, je te laisse. C'est pas Du coup, moi, c'est Quentin. Moi, j'ai 31 ans. Je fais de la coordination de projet dans l'insertion sociale et professionnelle. Et du coup, je suis copilote du groupe de recherche sur les inégalités de genre dans l'insertion des jeunes. Et moi, c'est Hana Alafougani. Je suis doctorante en sociologie et je travaille entre autres sur la question des inégalités du genre dans le monde du travail et la persistance des inégalités au-delà du plafond de verre. Et je suis aussi attachée d'enseignement et de recherche à l'université de Paris-Descartes. Voilà, donc je travaille avec le groupe sur l'insertion professionnelle des jeunes et je fais partie du CA, donc du comité d'administration du laboratoire de l'égalité. Voilà, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Et voilà, donc on a beaucoup promu, si vous avez suivi nos stories, ce live, parce que du coup c'est un moment assez excitant pour nous ce qu'on essaye de mettre en place, ce qu'on essaye de mettre en place avec le groupe depuis un bout de temps. Je sais pas si tu peux présenter du coup le travail qui a un peu été fait avec le groupe. Du coup, ce groupe de recherche, donc c'est un groupe qui est né il y a à peu près 18 mois, dans le cadre de l'élaboration du pacte pour l'égalité. Donc le pacte pour l'égalité, qui est un pacte qui a été présenté à tous les candidats à l'élection présidentielle et qui a pour objectif d'arriver à une égalité effective entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Et plus spécifiquement, ce groupe de recherche il se centrait sur la question des jeunes sur le marché du travail, sur la question de l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Et donc ce groupe a analysé un petit peu ce qui se passait sur le marché du travail, a fait beaucoup de travail de recherche sur différentes thématiques et a coécrit le pacte avec le reste du laboratoire de l'égalité. Et en fait, avec certains membres du groupe, on avait envie d'aller plus loin après ce travail de recherche, après l'écriture du pacte, et donc avec un objectif d'outiller les différents acteurs et les reproducteurs des inégalités de genre. Donc à la fois toutes celles qui peuvent subir les inégalités de genre, soit dans leur insertion, soit dans le début de leur vie professionnelle, voire même dans leur orientation. Et aussi de pouvoir outiller toutes celles qui peuvent reproduire toutes ces inégalités, en toute bienveillance bien entendu. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé donc ce premier live pour lancer un travail de recherche et d'appui à toutes les personnes qui peuvent subir les inégalités de genre, que ce soit dans leur vie scolaire, dans leur orientation, dans leur insertion ou dans le début de leur vie professionnelle. C'est ça, c'est un des acquis du coup de ce pacte, c'était de se rendre compte que il y avait quand même un manque d'accompagnement et de prise en compte de cette question des biais sexistes dans l'insertion et du coup à tous les niveaux de l'insertion parce que l'insertion ça commence à l'orientation scolaire, donc en fait tout le parcours scolaire peut être pris en compte dans ce processus. Exactement. Et le moment de la recherche de travail, la phase des entretiens, la phase du coup quand on commence dans un poste et on s'est dit qu'on aimerait bien essayer nous avec le laboratoire de l'égalité de construire des outils ensemble
Et c'est ce côté-là de ensemble, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on a fait plein de stories pour vous poser des questions, pour vous appeler vos témoignages sur l'insertion, sur les biais sexistes dans l'insertion, parce que on avait envie que ce soit une co-construction. Et on avait envie, pas juste d'être là dans un bureau et de se dire, bon, bah, c'est quoi le problème et c'est quoi l'enjeu autour de cette question, mais vraiment du coup essayer de se retrouver, de créer un espace de parole du coup qui est ce live notamment, et aussi les stories auxquelles vous avez répondu, pour comprendre les problématiques que chacun et chacune peut avoir autour de cette question-là. Exactement. Et du coup, tout à l'heure, on disait que c'était très excitant pour nous parce que c'est un nouveau format. Et donc, qu'on espère pourra vous plaire. On se disait que, voilà, peut-être les jeunes ont aussi un peu plus tendance à utiliser les réseaux sociaux. Donc, on va essayer de faire un format différent. On verra si ça vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ça. Est-ce que vous préférez peut-être des ateliers dans des formats un peu plus classiques, traditionnels, ou est-ce que ça vous va comme ça en live où on discute ensemble, etc. Et je rebondis sur ce qu'elle disait Cyrine, donc c'est un peu, si vous voulez, un live exploratoire, puisqu'on va essayer de partager avec vous des témoignages qu'on a reçus en posant les questions en story. Et bien sûr, d'autres témoignages sont les bienvenus. Là, en direct, on essaie de vous suivre et on va répondre à vos questions. Et puis, les prochains ateliers seront un peu plus structurés, dans le sens où on essaiera d'avoir des expertes sur les différentes thématiques. Donc, ce qu'on a fait, et puis je laisserai la parole à Cyrine qui va commencer un peu à nous présenter les témoignages. On les a regroupés dans des thématiques pour le moment qui nous semblaient assez pertinentes. Et au fur et à mesure, on pourra en rajouter d'autres, bien évidemment. Voilà, donc ce qu'on vous suggère, on vous propose de commencer à vous lire les témoignages, à peut-être rajouter quelque chose sur ça, et vous n'hésitez pas du coup à nous écrire et à rebondir sur ça. Du coup, vraiment merci encore à toutes les personnes qui ont pris le temps de partager leur expérience avec nous, parce que c'était vraiment très intéressant pour nous aussi de voir à quel point vraiment les témoignages se répondaient les uns aux autres. Il y a vraiment des thématiques qui ressortaient comme assez saillantes. Et donc en effet, on a pu voir les catégories un peu dans lesquelles jusqu'ici les expériences que vous avez bien voulu partager avec nous rentraient. Une des catégories qui est ressortie, c'est la thématique de l'orientation genrée. Donc on peut commencer par lire quelques témoignages et ensuite on rebondira dessus. Oui. Je pense que ça parlera un peu plus. Donc bien sûr, on va partager ces témoignages anonymement. C'est les témoignages. Alors on a posé 2 questions sur Instagram. C'était: est-ce que vous avez déjà vécu ou entendu parler de situations qui révèlent les biais sexistes dans l'insertion professionnelle? Et l'autre question, c'était une question sur à quel point avez-vous l'impression que votre genre a influencé vos aspirations professionnelles. Et donc du coup, les témoignages que vous partagez, ils ont été partagés du coup en réponse à ces questions-là qu'on a posées. Donc il y a par exemple quelqu'un qui nous dit par lequel on peut commencer. Il y a quelqu'un qui nous dit par exemple: oui, on est très vite mis dans des cases, je trouve. Petite, je voulais être styliste ou maîtresse par exemple. Donc sur la manière dont le genre a influencé l'orientation professionnelle. Et par exemple, c'est intéressant de voir, du coup, ça c'est un témoignage de quelqu'un qui se reconnaît dans le genre féminin, mais il y a quelqu'un d'autre qui nous dit: je suis un homme et j'ai fini ingénieur dans le BTP. Et une autre personne qui va nous dire par exemple: en ressentant l'inégalité en tant que femme, je souhaitais travailler pour atteindre l'égalité de genre. Et donc c'est très intéressant de voir là, je trouve, la manière dont dans les quelques témoignages qu'on a eus, il y a déjà cette distinction-là qui se fait, donc entre le garçon qui nous raconte qu'il est ingénieur dans le BTP, et ce qui est sous-entendu par là, c'est que c'est un parcours assez typique d'un point de vue genré, parce que du coup, d'après la Fédération française du bâtiment, il y a 88% d'hommes dans le BTP, donc ils sont très surreprésentés, les hommes, du coup, dans le secteur du bâtiment.
Et à côté de ça, du coup, les témoignages qu'on a de la part de personnes qui se reconnaissent comme femmes, c'est du coup, je veux travailler pour atteindre l'égalité des genres. Sachant que ça, c'est intéressant dans le sens où les métiers du social, c'est des métiers qui sont plutôt dominés par les femmes parce que c'est des métiers qui mettent en avant des qualités qui sont plutôt perçues comme féminines, c'est-à-dire l'attention à l'autre. Le soin, c'est ça. Le care. Oui, et même petite anecdote, nous ici, donc là, les beaux locaux que vous voyez autour de nous, c'est les locaux d'un coworking duquel on travaille au laboratoire de l'égalité. C'est un coworking, donc un espace de travail commun, le premier coworking féministe de France, et donc avec seulement des associations du coup qui travaillent pour l'égalité des genres. Et c'est vrai qu'ici c'est très rare de voir passer un homme. Et du coup, quand j'ai vu le témoignage sur le fait que la personne qui ressentait elle-même le sexisme et qui du coup voulait travailler pour atteindre l'égalité, c'est vrai que ça a aussi fait miroir à l'expérience qu'on a nous-mêmes dans nos pratiques associatives. Ça devient une forme de militantisme en quelque sorte, alors que justement ça vient de ce sentiment-là. C'est ça. Et donc du coup, ces témoignages d'orientation genrée qui ont été partagés avec nous, on se rend compte qu'ils se recoupent beaucoup dans vos expériences à vous. Par exemple, on nous dit aussi j'ai reçu une très mauvaise orientation au collège, on m'a conseillé de m'inscrire dans des formations de coiffure ou d'esthétique. Donc la personne explique ensuite que c'était quelque chose qui l'a étonné à cet âge-là parce que c'était pas du tout cohérent avec ses envies et ses aspirations. Et donc du coup tout ça, pour le remettre dans un contexte plus global, on se rend compte que ça se recoupe. Et c'est pas un hasard que du coup dans vos réponses à nos questions ça se recoupe autant parce que plus largement selon une étude du Centre d'information et documentation jeunesse qui date il me semble de 2020, on se rend compte qu'il y a seulement 17% des métiers qui sont mixtes, donc une très grande minorité des métiers qui sont mixtes, c'est-à-dire que le nombre d'hommes ou le nombre de femmes se situe entre 40 et 60% de l'effectif. Donc c'est quand même une marge assez large. Donc il y a quand même une énorme majorité des catégories professionnelles où les hommes ou alors les femmes sont très largement surreprésentés. Par exemple, l'exemple du BTP qu'on a vu avec le témoignage de l'un de vous qui exemplifie très très bien ça. Et donc, ça c'est une des thématiques qui est beaucoup ressortie de vos témoignages et du coup une des thématiques sur laquelle on aimerait bien continuer à travailler. Si ça vous intéresse, potentiellement, les prochaines fois, sous le format qui sera le plus pertinent avec les personnes que ça intéresse, mais du coup faire venir des gens pour discuter de cette question-là, de comment peut-être, selon aussi le stade auquel on peut se trouver dans l'insertion professionnelle, comment, alors que toutes ces normes genrées-là, on les apprend, inculquées depuis très très longtemps. Comment, quand on commence à réfléchir à notre insertion professionnelle ou même un peu plus tard dans le processus, comment on peut essayer de réfléchir à ce qui nous épanouirait de faire professionnellement en se demandant si on se dirige vers ça parce que c'est du coup dicté par les normes genrées. Oui, je comprends tout à fait. Effectivement, il y a une sous-estimation aujourd'hui de tout ce qui se passe finalement pendant le parcours scolaire et notamment dans les études supérieures. Il y a vraiment une transmission de stéréotypes genrés, il y a vraiment des biais sexistes finalement qui sont transmis
des fois volontairement, d'autres fois involontairement, par les enseignants, les enseignantes, les professeurs. Et c'est vrai que donc on aura tendance peut-être à pas très bien conseiller finalement et toujours, en tout cas on aura tendance à diriger les filles vers certaines filières et les garçons vers d'autres et à ne pas valoriser toutes leurs compétences pour qu'ils puissent vraiment faire le choix et se sentir légitimes finalement à aller vers certaines filières. Il y a eu notamment des expériences sociales ils ont montré que les filles et les garçons en classe n'ont pas le même temps d'attention de la part de leurs enseignants et enseignantes et que cette attention qui leur est dédiée est différente dans le sens qu'un garçon, on va le pousser à répondre, on va attendre une réponse, etc. Alors que les filles, on va plutôt les justifier si elles ne peuvent pas répondre pour une question qui concerne les mathématiques ou les sciences. Et donc vraiment tout ça finalement peut aussi être incorporé et être intériorisé et donc va nous pousser, comme tu disais tout à l'heure Cyrine, donc de manière inconsciente, on va se diriger vers quelque chose d'autre, peut-être justement dans le soin, dans le care, parce qu'on va se dire, étant femme, je vais être plus capable à faire ce genre de métier plutôt qu'un autre. Et donc c'est très important aussi de parler de ça, de sensibiliser sur ça, et notamment de former aussi les enseignants et enseignantes. Et par ailleurs, c'était une partie aussi de notre pacte pour l'égalité de 2022 où on mentionnait aussi ce besoin sur lequel on avait travaillé. Donc je sais pas, Quentin, peut-être moi, que tu veux rajouter quelque chose. Dans le pacte de l'égalité, il y avait une chose sur des propositions, notamment sur l'importance des rôles modèles, par exemple. Et c'est vrai que quand on voit les documentations de l'UNICEF, par exemple, pour ne pas le citer, quand on voit, on parle d'un médecin, par exemple, c'est un homme, le dessin d'un médecin, on parle d'une infirmière, c'est une femme. Et donc comme ça, il y a des valorisations hiérarchiques qui rentrent en ligne de compte, mais même dans le contexte d'enseignement, par exemple au collège, il y avait une étude qui avait été faite où on avait donné à un groupe mixte de jeunes collégiennes et de collégiens un exercice. Et donc la première fois qu'on leur a donné, on leur a présenté comme un exercice de mathématiques et plus précisément de géométrie. Et donc là, les garçons ont très bien réussi, les filles un petit peu moins. Et 6 mois après, on est repassé et on a donné le même exercice, mais on l'a présenté comme un exercice d'art plastique. Et donc là, les filles ont cartonné et les garçons ont eu des moins bons résultats que les filles, et même des moins bons résultats que lorsque l'exercice était présenté comme un exercice de maths et pas un exercice d'art. Et donc en fait, on voit vraiment que dès le plus jeune âge, on a déjà des biais sexistes qui conditionnent notre propre capacité à répondre à une question en fonction du contexte de celle-ci. Puisque quand la même question est présentée du coup dans le domaine des arts, donc quelque chose de plutôt féminin a priori, les femmes les jeunes filles sont plus fortes. Et quand on présente le même problème avec les mêmes questions dans un domaine plus scientifique et donc a priori plus masculin, et là ce sont les hommes qui ont des meilleurs résultats et qui ont d'ailleurs des meilleurs résultats et les résultats même sont comparables entre les genres d'une fois sur l'autre. Et donc vraiment, il y a vraiment au-delà, en amont même de l'orientation, il y a déjà dans notre société des reproductions des discriminations de genre. Et donc la construction finalement, même la construction secondaire de l'individu va se forger aussi avec ces idées-là, avec ces stéréotypes. Et c'est ce qu'on retrouve du coup pas mal dans vos témoignages et dans vos propres expériences du coup du milieu professionnel ou du processus de l'orientation. Et du coup, on aimerait bien continuer à travailler sur ce thème-là si vous êtes motivés. Et je voulais aussi préciser que du coup les sources qu'on donne, du coup on n'a pas vraiment de support pour sourcer ce dont on parle, mais si du coup il y a qui que ce soit que ça intéresse, on peut totalement vous les transmettre, les envoyer, etc. Les communiquer quand on donne des exemples d'études qui ont été faites sur le sujet. Et même des auteurs, des sociologues ou autres qui travaillent sur ces sujets. Alors, il y a
du coup c'est Capucina ou Cappuccina, j'aurais tendance à le prononcer à l'italienne, qui nous dit donc l'Académie française a entamé des travaux en ce sens sur la féminisation des métiers suite à ce problème et aux stéréotypes rencontrés. Exactement. Donc il y a pas mal de travaux qui se font aujourd'hui et il y a pas mal aussi de travaux de sensibilisation qui se font aussi au lycée notamment, ce qui est très bien parce que comme il disait Quentin, le fait aussi de voir des exemples de réussite de femmes qui sont dans certains domaines aide aussi à donner en quelque sorte envie aussi à plus de filles de se diriger vers des filières scientifiques ou autres. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le langage dans les stéréotypes qu'on a et dans les normes genrées. Oui. Et même nous, du coup, au laboratoire de l'égalité, alors qu'on travaille sur ces thématiques-là, ça arrive qu'on soit amené à communiquer avec des gens qui, du coup, une dame qui va se présenter comme directeur et non pas directrice. Tout à fait. Et c'est très intéressant comme intervention. Du coup, merci beaucoup, oui, sur à quel point c'est important aussi de passer par le langage et au niveau des métiers. Et surtout de ne plus être dans cette dévalorisation de tout ce qui est féminin. Chose qu'on remarque, et notamment quand on parle de métiers qui ont tendance à être vus comme des métiers féminins, généralement quand un homme décide aussi d'être dans ces filières, parce qu'il faut dire aussi, il y a les deux côtés finalement, quand un homme décide d'être de faire ce type de métier, ça va pas être vu de la même manière. Je pense aussi à des artistes par exemple, à des danseurs, etc. Je pense que c'est important de voir les deux aussi façades. Oui, puis on va avoir un double traitement de ces personnes qui vont dans des métiers qui sont a priori pas de leur genre, ou les hommes qui vont vouloir travailler dans le milieu de la petite enfance par exemple, ou autre, ils vont être ça va être un petit peu mal vu dans leur cercle proche, mais en même temps ils vont être très valorisés dans ces métiers plutôt féminins, en tout cas dans le terme du travail. Et à l'opposé, du coup, quand une femme va dans un métier a priori plutôt masculin, déjà dans son cercle proche, on va avoir tendance à s'inquiéter pour elle, oui, etc. Être beaucoup dans le soin ou dans l'inquiétude. Et en plus, quand on regarde ce qui se passe dans le milieu professionnel, elle va avoir tendance à être dévalorisée, on va avoir tendance à la soumettre du coup à des comportements sexistes ou autres dont on pourra revenir après. Il me semble qu'il y en a quelques-uns dans les témoignages. Et donc ce qu'on remarque, c'est que en fait, même dans la comparaison quand on analyse ce qui se passe au niveau des transfuges de genre, c'est toujours les femmes qui prennent plus cher que les hommes. Puisque quoi qu'il arrive dans le cercle, on va dire privé, ça va être toujours, on va s'inquiéter pour la femme, on va dévaloriser l'homme, mais dans le cercle professionnel, on va valoriser l'homme et dévaloriser la femme. Donc en fait, c'est toujours un petit peu comme ça. On aura tendance à la renvoyer, en tout cas, il y a vraiment une vision essentialiste qui continue à être présente dans le monde professionnel, envers les femmes notamment, et donc à les renvoyer un peu à leur rôle premier selon cette pensée-là, selon cette vision, qui est celui d'être tout d'abord maman, femme de quelqu'un, et puis être effectivement une personne qui travaille donc dans le secteur professionnel. Ça, il faut vraiment le garder en tête, et je pense qu'on reviendra sur ça. Mais peut-être qu'on pourra faire une bonne liaison avec l'autre thématique. Oui, très bonne transition avec l'autre thématique. Exactement, parce que du coup, Quentin, il disait, quand elle est dans un milieu où il y a plus d'hommes, on va dire, par exemple, quand on travaille dans un milieu comme... je sais pas, j'arrive pas à trouver des exemples, mais c'est vrai que... Recherche, par exemple. Exactement, dans la recherche ou autre. Il y aura ce qu'on appelle aussi le sexisme ordinaire et donc aussi le néosexisme qui est appelé comme ça par Tori et d'autres aussi sociologues, et là on fait rentrer dedans aussi le sexisme qui est déguisé ou maquillé en bienveillance, puisqu'on aura aussi tendance à faire des commentaires ou des blagues sexistes
mais du genre ah mais t'es vraiment trop forte pour être une femme, hein, c'est bien. On dirait Ouais. même pas que c'est une femme qui travaille dans l'équipe. Ouais. Et donc finalement c'est absolument pas un compliment. Et d'ailleurs je n'arrive pas à comprendre comment des collègues pourraient penser ça. Mais je pense que c'est un peu ce genre de témoignage aussi que vous nous avez envoyé. Du coup peut-être Oui, tu veux ouais. dire Alors on va quelque chose commencer par à rapport partager ça. les témoignages du coup sur cette thématique-là de la sous-évaluation des compétences du sexisme ordinaire. Avant ça, du coup je voulais juste accueillir parmi nous une autre membre du groupe. Ah yes. Oui, Lucie qui va nous rejoindre, du coup qui n'a pas pu être là en... Et d'ailleurs, coucou à tout le monde, à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Mm. On reconnaît certaines, par ailleurs, même de l'Italie. Ciao Nora. Oui, merci à tout le monde. Je sais pas comment on fait pour l'ajouter. Bah, normalement, Il y a aussi Johanna. Ouais, il y a Johanna aussi, j'ai vu. Johanna qui était aussi membre. Alors Lucie, est-ce que tu nous as bien envoyé ta demande de participation? Sinon je peux peut-être t'inviter. Peut-être, oui, ça sera plus... Ah, bah voilà. Chouette. Ah, super. D'ajustement technique. C'est bien, comme ça nous fait une transition. La deuxième partie. Alors, du coup, Super. Trop bien. Voilà. Hello. Coucou. Bonjour à tous. Oui, désolée, hein, j'étais connectée depuis 18h pile, mais du coup, je laissais des commentaires en capucine à Nachan. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, voilà, je suis Lucie. Voilà, et un visage et un nom, un vrai. Ravie de participer avec vous à ce live et qui va être encore plein de riches témoignages et de partage d'expériences. Merci beaucoup de nous rejoindre, oui, et pour tes participations. Du coup, ouais, alors, du coup, si tu voulais partager quelque chose, tu bugs un peu. Si tu voulais partager quelque chose, je sais pas si tu m'entends, mais sur ce qui a été dit avant que on passe à la suite. A priori, elle a des petits soucis de connexion. Moi, je propose qu'on Oui. continue et qu'on la réaccueille quand elle reviendra. Chouette, ok. Et Johanna qui nous fait un petit coucou. Merci Johanna. Adorable. Du coup, pour continuer sur la question du sexisme ordinaire, de la sous-évaluation des compétences, je peux commencer sur les témoignages très riches qui nous ont été partagés. Oui. Donc, on a une abonnée qui nous a partagé cette expérience. Donc, elle dit « Malgré mes 2 diplômes de grandes écoles, diverses expériences professionnelles, dont une de 6 mois aux Nations Unies, j'ai eu le droit aux questions désobligeantes d'un homme en entretien qui s'inquiétait de me voir ne pas comprendre le fonctionnement d'une grande entreprise et d'y être perdu. Tout au long du processus, donc un très long processus de 5 entretiens, cet homme est intervenu pour me donner des conseils assez vexants, me dire de bien me renseigner sur tous les services de l'entreprise, d'aller faire des recherches sur Internet à propos de l'entreprise, alors que c'était le 4e entretien. Donc plein de commentaires vexants comme ça. J'espère que vous n'allez pas vous sentir trop perdu, ce genre de choses. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, il n'y avait pas forcément de dimension ouvertement genrée à ces commentaires-là. Mais du coup, la personne qui a partagé le témoignage nous dit quand même aucune des 3 femmes qui m'ont fait passer un entretien, donc les autres entretiens ne m'ont laissé cette impression ou m'ont fait ce genre de remarques. Donc, du coup, quand même, ça tend à valider une certaine interprétation. Et au-delà de ça, on peut voir aussi à quel point il peut y avoir... ça peut se recouper entre certains types d'expériences, entre du coup, qui peuvent avoir trait au sexisme, mais aussi à d'autres types du coup, d'enjeux sociaux comme l'âge, l'expérience professionnelle, et comment en fait, du coup, tout ça peut se mélanger et faire une sorte de mauvais cocktail où du coup, finalement, on se sent dévalué et on sent que du coup, nos compétences ne sont pas vues à leur juste valeur. Et du coup, nous, en étant dans la situation, on comprend ce qui se joue derrière, mais c'est pas forcément facile
Du coup, alors, enfin, avec ce genre de événements-là, c'est pas forcément facile de faire sens de la situation, de trouver comment réagir. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui raconte je suis en école d'ingénieur de mécanique où il y a seulement 17% de filles et ça se ressent énormément le sexisme en école. Genre, les techniciens dans les labos nous ignorent parfois. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui peut paraître, dans la situation concrète sur le moment, ça peut paraître assez, ça peut passer un peu inaperçu en fait. On peut être amené à se dire, mais en fait, attends, est-ce qu'il m'a juste pas entendu? Est-ce que. En fait, excuse-moi, mais on a tendance à justifier ces comportements parce que justement, on les a vus, c'est devenu quelque chose d'ordinaire. D'où justement cette idée de sexisme ordinaire, parce que c'est vraiment quelque chose de tellement fréquent. Et d'ailleurs, moi, je rebondis sur le premier témoignage. Je trouve que malheureusement, je suis obligée de le dire, c'est la meilleure des situations. Celle où tu reconnais que c'est la personne que tu es en face qui est en train de poser des questions qui ne sont pas nécessaires. Parce que finalement, on peut aussi être dans le syndrome de l'imposteur et au contraire remettre en question toutes nos compétences et de se dire ah peut-être que cette personne elle a raison finalement, est-ce que je suis vraiment apte à faire ce métier, enfin ça existe aussi, donc c'est bien aussi de mentionner, je pense, ça. Mais je rejoins tout à fait ce que tu disais sur le fait qu'on ne va pas se rendre compte sur le moment des fois et d'interpréter ça tout simplement comme un comportement normal. Voilà, c'est le mot à employer. Il y a quelqu'un d'autre qui nous raconte j'ai eu le concours de CPE à 22 ans et ma chef d'établissement m'a appelé toute mon année de stage la gamine en réunion de direction. Et encore une fois, ça rentre dans ce genre de choses. Ça peut être perçu comme une limite affectueuse, mais c'est une très claire d'évaluation des compétences professionnelles de la personne concernée. Et Et ça prouve d'ailleurs ce témoignage, le fait qu'il n'y a pas que les hommes qui vont avoir des comportements sexistes et de sexisme ordinaire, mais les femmes aussi. Et ça, c'est important aussi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on essaiera aussi de mentionner, même dans les autres thématiques et dans les autres ateliers. C'est important de le prendre en considération. Il y a Lucie qui nous a rejoint à nouveau. Oui, heureux. Désolée pour ces contretemps. Tu avais une réaction par rapport au témoignage qu'on vient de partager? Oui, en fait justement, je trouve, dans les témoignages en question, je trouve qu'on sent vraiment les obstacles par rapport aux stéréotypes, comme quoi tout de suite on entend métier vraiment féminisé, et le sentiment de se dire bon, est-ce que je vais être à la hauteur, ou plutôt le sentiment réducteur de se dire parce que je suis une femme ou parce que je me sens femme, c'est aussi important de le dire, hein, le sexe et le genre, c'est deux choses différentes, mais aussi importantes l'une que l'autre. Il va y avoir un sentiment de rejet quasi immédiat, et d'autant plus quand c'est ressenti durant les entretiens. J'ai lu également un témoignage d'un de nos abonnés qui expliquait justement que durant l'entretien même, malgré ses qualifications, ses multiples diplômes, avoir entendu un propos où tout de suite on l'a dévalorisée complètement parce qu'elle était une femme, alors qu'elle avait les compétences nécessaires et les qualifications même au-delà de ce qui était attendu par rapport au poste. Et vraiment, cette personne qui a accompli toutes ses études, qui a sacrifié je ne sais combien de temps et d'énergie pour en arriver là, se voit réduite, mais soudainement, et parce qu'il y a un stéréotype par rapport à cette personne et le candidat qui mérite hautement ce poste se voit la porte complètement fermée. C'est assez aberrant, et malgré les nombreuses, c'est pas encore optimal, mais malgré les nombreuses formations qui sont mises en place, quelles que soient les branches professionnelles, quels que soient les différents secteurs, hein, secteur public, secteur privé, on constate que ça ne suffit toujours pas. Et comme le disait Quentin, hein, au niveau du pacte de l'égalité 2022 du laboratoire de l'égalité, il y a vraiment l'accent qui est mis sur les formations. Il faut vraiment faire prendre conscience
le plus possible de ces problèmes, même s'ils sont connus et de plus en plus, on va dire, médiatisés grâce aux réseaux sociaux. On voit que c'est toujours pas suffisant et vraiment que c'est très très long à se mettre en place dans la conscience et l'esprit des différentes personnes et on va dire interlocuteurs. Aussi, quand j'avais mis un commentaire sur l'Académie française qui pense à féminiser les métiers, si vous allez voir la réponse, je pourrais mettre également aussi la source du rapport de l'Académie française. Si je ne me trompe pas, c'était en 2019, ces derniers travaux. Ils indiquent à la fin de leur rapport qu'ils laissent les mœurs, enfin en tout cas les us et coutumes se faire pour féminiser des métiers, parce que eux-mêmes ne pouvaient pas se permettre de prendre une décision et de automatiquement féminiser chaque métier. Vraiment, c'est un peu la réponse de Normande, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Petit cœur, petit clin d'œil à ma région. Mais c'est un peu ça. C'est bon, il y a des métiers, on peut les féminiser parce qu'on entend depuis de longue date que voilà, ça passe bien. Par contre, Madame la mairesse, non, ça coince un peu, ça bloque. On va garder Madame la maire ou Madame le maire plutôt. Et on n'a pas d'explication. Même l'Académie ne sait pas l'expliquer. Donc, on voit que c'est vraiment encore un point bloquant, même pour des référents et des acteurs vraiment qui pourraient faire avancer les choses. Et c'est très compliqué quand on voit ça. Très frustrant aussi. Et c'est pour ça qu'on a très envie de nous travailler directement, du coup, avec les jeunes et presque entre jeunes, parce que du coup, là, on se retrouve un peu sur ces questions-là. Et par exemple, moi, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup travailler si ça vous intéresse et ça vous motive, cette question-là de comment réagir en fait dans ce genre de situation, du coup, de sexisme ordinaire, de dévaluation des compétences. Et enfin là, du coup, on a donné certains types d'exemples, mais ça existe dans absolument tous les métiers, quel que soit le niveau d'études, et du coup, si vous avez un intérêt du coup à travailler avec nous là-dessus pour de prochains ateliers, sur du coup comment réagir, comment rebondir, comment nous réaffirmer notre valeur professionnelle. Mais ça, pour le coup, c'est très difficile parce que même lorsqu'on travaille sur certaines questions, on n'est pas toujours prêt et prête. Parce que moi, personnellement, j'ai eu plusieurs remarques comme ça lorsque je sais pas, j'utilise des sanitaires, des enseignants et je vais typiquement avoir le commentaire d'un collègue qui va me dire « Ah, mais ça, c'est pour les enseignants, c'est pas pour les étudiants. » Alors qu'un collègue de même âge que moi, qui est tout aussi jeune, etc., il va jamais avoir ce type de remarques parce qu'il a un code vestimentaire différent, ou en tout cas, les codes vestimentaires d'une femme vont être beaucoup plus repérés que celui d'un homme. On va donner beaucoup plus d'attention à ça. Donc, je pense que c'est quelque chose. Et moi-même, dans ces situations, j'ai pas forcément la réponse prête, ou en tout cas, j'ai pas tout de suite ce réflexe de me réapproprier justement de l'espace public en question et de dire non, je suis légitime à être ici. Donc, je pense que je serais ravie en tout cas de travailler aussi sur cette thématique. Après, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que là, on parle beaucoup de comment est-ce que les personnes qui vivent ces discriminations au quotidien peuvent agir et peuvent être outillées. Le mieux, c'est d'en parler parce qu'on en a toutes et tous vécu des situations comme ça, mais il ne faut pas oublier aussi que en fait, c'est pas aux personnes qui subissent des discriminations de lutter contre ces discriminations. Il faut aussi faire bouger les lignes, faire changer les choses. Et c'est aussi pour ça que, en parallèle de ça, on a envie, en tout cas, j'ai envie de mettre en place des outils pour accompagner toutes celles et ceux qui perpétuent ces inégalités, même bien souvent d'ailleurs de manière inconsciente, pour les aider à faire en sorte que ces discriminations se perpétuent. Bien sûr. Et c'est là où les formations aussi, qu'a mentionné Lucie aussi tout à l'heure, sont très importantes, et c'est pour ça qu'on leur a consacré toute une partie dans le pacte, effectivement. Je pense que tu as raison, oui, les deux choses doivent être faites, je dirais, de manière complémentaire. Et rappeler aussi que c'est bien d'agir, c'est bien de faire des remarques. Moi, j'essaie toujours, quand je vois des comportements inappropriés, de les tourner en dérision, mais qu'il n'y a
pas d'injonction à agir non plus. Enfin, on n'a pas toujours la force de dire des choses, mais pas toujours dans une situation où on peut se permettre bien sûr, ouais. de dire quelque chose. Par exemple, moi, il y a quelques semaines, j'ai été confronté à une question complètement illégale dans un entretien de l'embauche. On m'a demandé si j'avais prévu d'avoir des enfants et quand j'avais prévu d'avoir des enfants. C'est juste complètement illégal, c'est une question qu'on n'a pas le droit de poser. De la part d'une femme. En plus, c'est une femme qui m'a posé cette question. Et en fait, j'en discutais avec un ami qui, lui, m'a raconté que, pareil, il s'était fait poser cette question-là par une recruteuse et qui lui avait dit, bah dis donc, c'est quand même un petit peu tôt pour me demander si j'ai envie d'avoir des enfants. Donc, complètement sur le ton de l'humour, sur la dérision, mais et en Le fait, message est passé. C'est pas grave de ne pas répondre, c'est pas grave de ne pas agir, et parfois même il vaut mieux ne pas répondre, ne pas agir et ne pas se protéger. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il faut pas être outillé. Et si jamais il y a des sujets dont vous avez envie qu'on parle, n'hésitez pas à nous le dire et nous on va trouver les bonnes personnes pour parler des bons sujets. Exactement. L'idée c'est vraiment d'avoir des expertes sur des thématiques assez précises qui pourront vraiment répondre à toutes vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas aussi de peut-être en parler avec d'autres personnes qui ne sont pas là ce soir et qui pourront participer aux autres ateliers. En tout cas, on vous tiendra au courant sur le format, etc. Il y a d'autres témoignages que tu voulais peut-être juste pour finir assez rapidement, même si c'est un assez gros morceau, du coup là on a parlé du sexisme ordinaire et de la sous-évaluation des compétences, et il y a une thématique qui revient beaucoup dans les témoignages, donc c'est la thématique des comportements en fait très inappropriés, souvent perpétrés pour le coup par des hommes et qui visent là en l'état des choses des jeunes femmes dans les témoignages qu'on nous a partagés. Donc pour prévenir, il va y avoir mention là de certains du coup mention de harcèlement à caractère sexiste ou sexuel dans les prochains témoignages. Qui sont du coup, pour le coup, je pense que c'est la catégorie où il y a eu le plus de témoignages qui se recoupaient. Et c'est horrible de se rendre compte de ça et c'est très grave. Mais du coup, pour vous donner une idée de ce dont il est question, on nous raconte par exemple, quand je suis arrivée en stage pour la première fois, mon chef m'appelait systématiquement chérie. Donc voilà, on imagine une femme en stage, du coup une jeune femme en stage qui devait être du coup entre sûrement 18 et 20 ans et qui a affaire à un homme beaucoup plus vieux qu'elle, qui est son supérieur hiérarchique. Et en fait, cette situation de malaise dans laquelle on ne sait pas comment réagir, on n'a pas envie que ce soit en train d'arriver, mais c'est le cas, et du coup, que faire Et du coup, ce genre de situation, il y a d'autres fois où c'est ressorti. Et même, c'est très intéressant de voir du coup, le témoignage d'un homme pour voir en fait comment c'est des points de vue très différents sur la question. Par exemple, il y a quelqu'un qui nous dit « Je suis dans la recherche académique. En tant qu'homme, quand un ou une professeur s'intéresse à mon travail, me complimente ou m'invite à parler de mes recherches autour d'un café, je n'ai ni le sentiment d'imposture, ni la peur qu'on me parle pour me draguer ou profiter de moi, que peuvent avoir mes collègues femmes dans cette situation. » Donc j'ai trouvé que ce témoignage était vraiment très intéressant pour se rendre compte en fait de la différence des vécus. Typiquement, du coup... Tout à fait. Je peux confirmer ça parce que je suis de l'autre côté. Je suis avec les collègues et je suis dans la recherche. Et effectivement, il y a des situations où je n'ai pas forcément répondu de manière favorable à des cafés, etc., qui étaient censés être autour de sujets donc, sur lesquels je travaille, et avec des personnes que j'admire d'un point de vue académique, mais effectivement, je ne me sentais pas à l'aise puisque je ne savais pas ce qu'il y avait aussi derrière ça, entre guillemets. C'est pas que je ne donne pas assez de légitimité à mon travail, c'est juste qu'effectivement, on a tendance aussi à avoir enfin, en tout cas, j'ai tendance à entendre aussi des personnes qui ont eu certaines situations. Et donc, un peu pour se protéger, on ne va pas avoir on va pas être aussi à l'aise, peut-être qu'un homme a accepté des cafés, des déjeuners pour parler finalement du sujet. Ouais, c'est ça. Alors que du coup, les hommes, pour beaucoup et dans beaucoup de métiers, c'est aussi comme ça qu'ils évoluent en fait dans leur carrière. C'est à travers ce type de moment. Mais en tout cas, c'est ça, le réseau, normalement, que ce soit pour les femmes ou les hommes,
c'est très important. C'est juste que on va pas le faire avec. Au-delà de ça, ouais, sans avoir une vision carriériste, c'est aussi genre être bien vu par du coup ses collègues ou ses supérieurs, avoir une bonne relation qui peut, même si c'est pas du coup devenir cadre ou le directeur, bah, c'est peut-être avoir certains avantages, si ce n'est matériel, symbolique. Bah, du coup, encore une fois, c'est une question qui touche absolument tous les métiers. Et bah, du coup, oui. Socialiser, comme tu disais, pas forcément avec l'intention d'obtenir quelque chose, mais socialiser déjà en général avec les collègues. Le vécu, en fait, qu'on a dans le travail, du coup, même dans le processus d'insertion. Donc, il y a plusieurs anecdotes autour du coup, de la question des entretiens qui sont exactement dans le même, du coup, sur la même thématique. Donc, on nous dit j'ai une amie qui a échangé sur LinkedIn avec un mec bien placé dans un organisme financier stylé. Et en fait, elle a compris qu'il la draguait lourdement. Et du coup, elle a dû abandonner parce qu'elle voulait pas qu'on se dise qu'elle avait obtenu le job comme ça. Une autre anecdote exactement, qui va exactement dans le même sens. J'ai une amie, un mec de LinkedIn l'a ajouté sur Insta et ensuite il insistait pour que leur échange soit un déjeuner dans la vraie vie. Elle a trouvé ça bizarre, donc elle a laissé tomber. Et vous voyez, c'est deux anecdotes différentes qui montrent à quel point, du coup, là, des femmes ont la charge mentale, en fait, de se demander à chaque interaction si, du coup, c'est purement sur le travail ou s'il y a autre chose derrière, si elles ne doivent pas, en fait, mettre leur propre sécurité avant leurs ambitions professionnelles. Et du coup, c'était intéressant, même si c'était très triste de se rendre compte à quel point le nombre de témoignages qui se recoupaient sur ce thème-là. Mais je pense que cette idée de charge mentale, effectivement, elle est très importante, pas seulement lorsqu'on parle de l'effet de double journée, etc., parce que ça, finalement, on le retrouve beaucoup plus après, lorsque peut-être on a déjà un travail et qu'on décide d'avoir des enfants ou autre. Mais je pense déjà au préalable, effectivement, déjà au moment de l'insertion professionnelle, on réfléchit à beaucoup plus de choses. Et je dirais que même lorsqu'on cherche le travail, on va réfléchir au milieu dans lequel on va être. Et après ça, finalement, même pour arriver au travail chaque jour, moi je dirais qu'il faut peut-être aussi mentionner ça. On a une charge mentale qui est différente parce que quand on prend les transports, ne serait-ce que le trajet pour arriver au travail, souvent est différent pour les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'on peut vivre des choses que peut-être les hommes ne vivent pas forcément. On peut entendre des choses, on peut vraiment subir des attouchements, etc. sur les transports. Et tout ça, finalement, va aussi engendrer, malheureusement, des séquelles psychologiques et justement, un des risques psychosociaux aussi qu'on peut retrouver, c'est cet épuisement non seulement professionnel, mais psychologique qui peut être dû à toutes ces situations quand elles se répètent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette idée de charge mentale, je pense que ça peut aussi représenter peut-être une des thématiques, ou en tout cas faire partie des thématiques importantes à traiter. Et tu disais quand on cherche du travail et quand on va au travail tous les jours, mais tu parlais du chemin pour aller au travail, mais aussi la question de le matin quand tu te demandes comment je suis maquillée, comment je suis habillée, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Et ça d'ailleurs, il y a eu des statistiques qu'on pourra aussi vous envoyer. Durant le confinement, même durant le confinement, finalement, il y a eu, si vous voulez, une survalorisation du corps féminin, puisque aux femmes on demandait d'être présentables, c'est-à-dire de se maquiller, de continuer à faire ce qu'elles sont censées faire lorsqu'elles sont, par exemple, dans une entreprise, tandis que pour les hommes, on ne faisait pas ce genre de remarques. En tout cas, il y a eu des statistiques qui ont prouvé que il y a eu elles ont reçu plus de remarques, les femmes, sur leur aspect physique durant les Zooms que les hommes. Et donc, notamment, on leur a fait remarquer que leur aspect était négligé ou autre. C'est important à mentionner. Alors moi, du coup, animatrice une anecdote, du coup, c'était une de mes collègues qui a fait un peu métier, qui faisait vraiment très peu, pendant 2 ans, comme ça. On travaille avec des enfants de 4 à 10 ans. Et du coup, au premier jour, une de mes collègues arrive avec une combi short.
Et en fait, il y a son supérieur hiérarchique, donc un homme, qui s'est permis de faire des commentaires sur à quel point il trouvait ça inapproprié d'avoir une condition, du coup, qui devait arriver, je sais pas, enfin, au milieu de la cuisse. Une cuisse, oui. Pas trop court, alors que c'est quand même, on travaille avec des enfants de 4 à 10 ans, donc je pense pas que c'est forcément les enfants de 4 à 10 ans qui vont être amenés à, du coup, sexualiser Oui, bien sûr. Et surtout collègue, que les collègues, finalement, j'imagine qu'ils étaient en short, les collègues masculins. Bien sûr. Voilà. Donc finalement, ça change. Mais c'est là aussi où il y a vraiment une hypersexualisation vraiment du corps de la femme. Et je rejoins Lucie tout à l'heure quand elle disait il y a aussi le fait d'être femme et être dans le corps d'une femme aussi, qu'il faut le dire et il faut, je pense, ne pas le laisser comme un tabou parce que souvent c'est si problématique. Et notamment, il y avait un témoignage, je ne sais pas si on l'a retrouvé, mais voilà, des commentaires sur les carottes, etc. Oui, enfin, c'était celui-là. Voilà, je ne sais pas si tu veux les lire. Une connaissance a fait un entretien d'embauche pour mon stage avec 2 hommes haut placés dans une institution financière internationale très importante. Pendant l'entretien, les hommes ont fait des remarques déplacées à connotation sexuelle sous prétexte de faire une métaphore financière. Un des hommes mentionnait l'exemple des carottes, après quoi les 2 hommes ont ri à la suggestion d'une forme phallique. La jeune fille était très malade. Voilà, donc cette idée finalement de faire des commentaires. Il y a encore du travail. C'est triste à dire, mais. C'est vrai. Il y a encore beaucoup de travail à faire et souvent on ne sait pas trop comment réagir. Enfin, par exemple, moi, ça me fait penser à 2 anecdotes quand je travaillais à Pôle emploi avant. Par exemple, typiquement sur le chemin pour aller bosser, le chemin le plus court entre le tram et mon agence, il fallait passer sous un tunnel qui passait sous une route. Il y avait quoi? Il y avait 20 mètres, quoi, même pas. Et en discutant avec des collègues femmes pour savoir quel chemin elles prenaient pour aller bosser, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait aucune qui passait par là parce qu'elles avaient toutes peur de passer là, par exemple. Et elles font un détour de 5 à 10 minutes pour éviter ce point de passage précis. Et donc, en fait, moi, j'en avais pas conscience parce que j'ai pas le même rapport à l'espace public. C'est vrai que du coup, 5 à 10 minutes le matin, 5 à 10 minutes le soir, on arrive facile à un quart d'heure par jour. Et donc, au fur et à mesure, quand on additionne, ça fait énormément de temps de perdu. Et pareil, il y a, quand on parle des remarques sexistes à connotation sexuelle ou autre, on ne sait pas toujours comment réagir. Il n'y a pas de bonne façon de réagir. Enfin, je pense de toute façon qu'il n'y a pas de bonne façon de réagir, mais par exemple, je me souviens qu'à un moment, j'étais en train de manger avec 2 de mes collègues. On n'était que tous les 3 dans la cuisine. Il y a mon directeur d'agence qui rentre pour se faire un café. Et il me regarde et me fait dis donc, Quentin, t'es bien entouré, tu dois être l'homme le plus heureux du monde. Et donc là, tout bas, j'ai dit un truc genre dis donc, c'est un peu sexiste ça quand même. Et mes 2 collègues étaient étouffés. Et mon directeur d'agence ne l'a pas entendu. Et plus tard, ils m'ont dit t'as la chance qu'il n'était pas entendu, parce que sinon, tu sortais de ces bonnes ondes, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que des fois, en fait, en s'opposant à des comportements sexuels ou sexistes, qui soient insignifiants ou carrément déplacés, on risque quelque chose, en fait. Et les femmes le risquent beaucoup plus souvent que les hommes, parce qu'elles en sont victimes. Et je pense aussi, il y a un énorme travail d'éducation à faire, à la fois sur comment réagir à ces comportements-là, mais aussi sur qu'est-ce qui est déplacé, qu'est-ce qui n'est pas, et comment est-ce qu'on éduque les hommes à plus se comporter comme ça, en fait. C'est juste pas possible de continuer. Complètement. Justement, Quentin, de ce que tu dis, c'est que du côté homme, c'est limite stigmatisé et ça va rentrer dans la blague, souvent. Ou même, tout bêtement, quand on est en soirée, amis ou pas amis, peu importe, mais il y a souvent des paroles comme ça. Désolée, c'est mon chat qui veut se faire un live aussi Instagram. Il veut participer. Alors en fait, oui, de ce que je disais, donc oui, en soirée, on entend ce genre de choses, donc ça va toujours rentrer dans la dérision, la blague et le souvent non mais je rigole, je te taquine. Pour autant, c'est dit. Donc, la blague, ça va bien à un moment donné, mais quand c'est limite généralisé et que à un moment donné, on n'a pas le droit de dire, comme tu le dis, c'est sexiste, là, il y a un souci. Et là, il y a le malaise qui se crée. Et on voit le problème. On voit que pour eux, c'est limite normal de dire ça. Pour nous,
non, c'est pas normal. À un moment donné, c'est pas normal. Et on voit l'évolution à l'époque, même dans les clips musicaux, on voit des mises en scène qu'on ne voit plus, enfin, en tout cas de moins en moins dans les clips actuels. Et il y a toute une évolution, décidément, il y a toute une évolution qui se fait, mais ça prend encore une fois du temps et il faut vraiment faire attention à ça, mais c'est jamais évident, ça c'est sûr. On va y arriver. Ouais. Et du coup, peut-être pour clôturer les échanges, parce que ça fait un moment qu'on est là, mais encore une fois, pour cette thématique-là, sur du coup, les comportements inappropriés qui peuvent aller jusqu'à en fait, du harcèlement à caractère sexiste ou à caractère sexuel. Rappeler encore une fois que c'est pas un hasard que dans nos réponses, il y ait autant de témoignages qui se rencontrent. Parce que, encore une fois, pour mettre ça en contexte, donc d'après une étude du Défenseur des droits, il y a plus d'un jeune sur trois, soit 37%, qui déclarent avoir déjà vécu une situation de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans le cadre de sa recherche d'emploi ou de sa carrière. Et parmi, du coup, les gens qui déclarent avoir déjà vécu ce genre d'expérience, il y a un tiers des personnes qui déclarent que le critère de discrimination, c'était le sexe. Donc, pour expliciter à quel point c'est un phénomène répandu et qui, du coup, c'est pas plutôt étonnant qu'on le retrouve dans vos témoignages. Et du coup, nous, encore une fois, ça nous intéresse beaucoup, cette thématique. Du coup, pour reprendre les thématiques dont on a parlé depuis le début du live, il y a l'enjeu de l'orientation genrée, des stéréotypes de genre et potentiellement la question de comment s'orienter malgré ça, comment s'orienter si on a des aspirations qui vont vers un métier qui n'est pas censé être du coup pour nous en fonction de la manière dont on est perçu selon notre genre. Et ensuite les autres thématiques c'était du coup le sexisme ordinaire et la sous-évaluation des compétences professionnelles dans l'insertion. Et enfin, du coup, les comportements inappropriés, que ce soit du coup, dans les entretiens, dans les expériences de stage, à l'entrée dans une entreprise, la charge mentale que ça comporte, cet enjeu du coup, du risque en fait, du coup de violence, de harcèlement sexiste et sexuel. Et donc en fait, sur ces trois thématiques et sur bien d'autres, si vous voulez nous partager en question, en commentaire ou par message privé. Du coup, nos messages sont ouverts. Tous nos biais de communication vous sont ouverts par Insta, par mail. Vous pouvez même venir nous voir si vous voulez. Du coup, toutes ces thématiques, c'est des choses sur lesquelles on serait très heureux et heureuse de du coup, continuer à creuser dans l'idée de créer ensemble des outils potentiellement des ateliers, du coup des choses pour ensemble essayer en fait de diminuer les biais sexistes dans l'insertion. Donc n'hésitez pas du tout à venir vers nous si vous avez encore des témoignages à partager parce que ça nous aide à travailler. Et si vous avez également d'autres enjeux, vous, sur les biais sexistes dans l'insertion professionnelle des jeunes que vous voulez partager, sur lesquels on peut réfléchir ensemble. Exactement. Ce sera avec grand plaisir. C'est pour ça que je suis là pour essayer d'ouvrir ce débat. C'est vraiment le premier tout petit pas de ce travail en commun qu'on peut faire. Du coup, voilà. On vous tiendra au courant pour les prochains ateliers, pour la suite. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Merci beaucoup à vous. Témoignage parce que comme vous avez vu, c'est vraiment ce qui nous a nourri, a nourri toutes nos réflexions pendant tout ce live. Donc, merci pour tout et à bientôt, on espère. À bientôt. À bientôt. Ciao.